Bonjour à tous. Dans un premier temps, je vais tenter d'expliquer la relation entre langue et pensée et dans un deuxième temps, je ferai la liste des effets pervers que le système actuel entraîne. Le champ d'application de mon raisonnement concerne toutes les langues pouvant être utilisées à des fins scientifiques, ce qui est le cas pour toutes les langues structurées. On peut toutefois distinguer celles dans lesquelles les connaissances scientifiques sont diffusées oralement et celles qui ont consigné cette connaissance sous la forme de documents écrits. Étant donné qu'ils passent généralement par plusieurs étapes destinées à valider l'information scientifique et technique, les documents écrits représentent dans leur ensemble une base de connaissances beaucoup plus fiable que dans la tradition purement orale. Les éléments de réflexion qui suivent s'appliquent plus particulièrement aux langues qui consignent systématiquement, sous forme écrite, les connaissances scientifiques et techniques développées par leurs locuteurs. À notre époque, comme aux précédentes, la force d'une langue est qualitativement et quantitativement mesurable dans les bibliothèques et les banques de données qu'elle a permis d'alimenter en ouvrages littéraires, artistiques, techniques et scientifiques, dont la connaissance permet des réalisations précises. Une langue qu'on n'écrit pas ou qui n'a pas servi de véhicule de transcription de la connaissance et à leur propagation fait plus difficilement fleurir la culture qu'elle sous-tend. Toute langue qui ne permet pas l'exécution de projets précis et qui ne sert pas au développement voit son utilité réduite. Dans la plupart des pays industrialisés, les soi-disant élites se font les relais efficaces d'une propagande visant à instaurer une langue unique et dont la force s'appuie sur des prétendus impératifs de communication et des nécessités commerciales à l'échelle planétaire. Cette politique ne se traduit jamais par des mesures ou des prises de position officielles, mais elle est délibérément pratiquée au plus haut niveau des instances étatiques et internationales. Toutefois, un examen approfondi révèle que la dérive vers une langue unique ne relève nullement du pragmatisme, mais seulement d'une idéologie implantée artificiellement par un conditionnement profond des esprits. Il n'est pas difficile de la discréditer. Le pire serait de laisser les questions linguistiques entre les seules mains des experts qui, jusqu'à présent, ont doucement refroidi des questions brûlantes entre leurs mains à droite, loin des polémiques de presse et des discours tapageurs de séances publiques où les abus actuels, tant en matière de langue scientifique que de langue de travail, pourraient être dévoilés, recensés, débattus et bien évidemment corrigés. Quelles sont les caractéristiques souhaitables d'une langue scientifique et technique ? En premier, elle doit permettre de communiquer toute information de nature scientifique et technique, quel que soit le domaine d'étude, c'est-à-dire de décrire de manière précise, concise et complète un phénomène, une observation, une entité vivante ou inerte, un appareil et son fonctionnement, un concept, une théorie ou un raisonnement et d'en justifier l'existence. D'un point de vue purement linguistique, cela signifie que la langue possède le vocabulaire nécessaire et suffisant, une syntaxe précise, et que chaque stéréotype de phrase ne peut être utilisé que dans une seule et même acception pour tous, c'est-à-dire avoir une seule et même interprétation pour tous. Toutefois, la science et les techniques évoluant, les scientifiques et les ingénieurs ont fréquemment besoin de nouveaux termes et de nouvelles désignations. Une langue scientifique et technique doit leur fournir les ressources pour construire les mots nouveaux et leur assurer un maximum de transparence. C'est-à-dire que les mots nouveaux, idéalement, doivent pouvoir être associés immédiatement et naturellement au sens ou au nouveau concept qu'ils représentent.
et ainsi en assurer facilement la diffusion aussi bien que la vulgarisation. La conséquence immédiate de cette observation est qu'il est toujours préférable de forger un mot nouveau à partir des ressources de la langue que de l'emprunter d'une autre sans adaptation, puisque le mot étranger ne pourra jamais être spontanément compréhensible. Il est extrêmement surprenant d'entendre, dans la bouche des prétendus spécialistes de néologie et de terminologie française, j'en ai rencontré, que l'anglais forme plus facilement que le français des nouveaux mots pour désigner les objets des nouvelles techniques de communication et d'information, par exemple. En effet, surtout dans ce domaine, l'anglais a fréquemment recours à des sigles et des acronymes qui, sur le plan linguistique, ne sont que des béquilles, des mécanismes maladroits de création de nouveaux mots. La prolifération de ces acronymes et sigles et leur champ sémantique sont tels que même les spécialistes des disciplines concernées doivent souvent avoir recours à des dictionnaires spécialisés. De plus, même dans la terminologie n'impliquant pas des acronymes ou des sigles, les nouveaux mots et désignations anglo-américaines sont souvent incompréhensibles par le non-spécialiste. Pour le non-informaticien, par exemple, des termes tels que middleware ou data mining ne veulent strictement rien dire, et même la proportion d'informaticiens les comprenant est loin d'atteindre une majorité. Ce fameux spécialiste en néologie et terminologie que je citais a cependant été élu à l'Académie française en 2001. On est donc en droit de douter de la légitimité de l'ensemble d'un système qui est censé guider l'évolution de notre langue dans un sens favorable. De telles aberrations ne peuvent que miner, aux yeux du grand public, l'œuvre qu'il est censé accomplir et remettre en doute l'utilité de travailler dans notre langue. Dans notre société contemporaine, qui est très orientée vers la science et les techniques, pour apporter des réponses à toutes nos questions, le problème de la langue que j'ai abordé au chapitre précédent mérite qu'on s'y attarde car il est essentiel. Les disciplines scientifiques sont les mêmes par-delà les frontières et une seule langue d'échange et de communication peut paraître, a priori, un vecteur de collaboration et de saine compétition, alors que le cloisonnement par la langue, comme par les visas, semble être une source d'isolement, d'ignorance et de répétition inutile. Les scientifiques de langue française, comme ceux d'autres langues, doivent adapter leur conduite en matière de publication et de communication. Seul moyen pour leur science de rester dans la course. Est-il plus important que le chercheur francophone publie en français des merveilles ignorées de tous, ou qu'il publie en anglais et soit couronné par un prix Nobel? Très répandu, ce raisonnement a d'autant plus d'effet qu'il est simple. Mais savoir-faire et savoir-vivre vont de pair, comme nous allons le voir. Aussi, le rôle de la langue dans la science ne peut aucunement se limiter à la communication de résultats. Toute indépendance par rapport au langage est donc un leurre. Dans le domaine des sciences et des techniques, je vais décrire un dispositif dont le rôle est d'imposer l'anglais dans les deux sens de la communication orale et écrite. Il faut dénoncer l'hypocrisie qui consiste à présenter le recul du français comme langue scientifique et technique comme une fatalité de l'histoire, alors qu'il ne s'agit, au contraire, que de la conséquence d'une volonté qui se manifeste au plus haut niveau et qui s'applique par l'intermédiaire d'innombrables mesures non écrites, mais non moins efficaces. Notons au passage qu'une politique identique pour la promotion du russe fut appliquée jadis dans les anciennes républiques annexées à l'Union soviétique et dans une moindre mesure à ses satellites. On notait dans ce processus des étapes très semblables à ce que l'on voit aujourd'hui en Europe continentale et ailleurs avec l'anglais. Une absence de politique linguistique dans les républiques non russophones entraînait des emprunts lexicaux massifs à la langue russe, plus particulièrement dans les domaines
justement scientifiques et techniques. Ainsi, très vite, les langues locales furent confinées dans les fonctions grégaires et le russe fut réservé aux fonctions véhiculaires, officielles, scientifiques. En 1975, on proposa, lors d'une conférence tenue à Tachkent, en Ouzbékistan, d'enseigner le russe partout dès le jardin d'enfants. Puis, en 1979, lors d'une nouvelle conférence à Tachkent, sous le titre « Langue russe, langue d'amitié et de coopération des peuples de l'Union soviétique », on suggéra d'obliger les étudiants à rédiger leur mémoire en russe. Il s'ensuivit des manifestations à Tbilissi, en Géorgie, à Tallinn, en Estonie, et des troubles dans les autres républiques baltes, des pétitions d'intellectuels géorgiens, etc. Certains locuteurs prirent conscience, à ce moment-là, que leur langue se fondait lentement dans le russe. Il y eut donc un phénomène d'assimilation accélérée des langues de l'URSS par le russe, qui devait tout au rapport de force et à la politique linguistique de la Russie vis-à-vis de ses satellites. Il est évident qu'un processus analogue est à l'œuvre dans les pays d'Europe continentale, et cela confirme pleinement que la construction de l'Union européenne favorise la transformation du vieux continent en satellite de l'Amérique états-unienne. En Union soviétique, les emprunts en masse aux Russes devaient réduire les différences entre les langues au profit du russe. Jadis appliquée en URSS et aujourd'hui en Europe continentale, cette forme d'impérialisme linguistique passe naturellement par différentes voies, jouant à la fois sur la politique scolaire et universitaire, la planification linguistique et les médias. Si l'on est convaincu du caractère international et par conséquent supérieur de l'anglais par rapport aux autres langues et en extrapolant les tendances actuelles, pourquoi un chercheur travaillant à Marseille devrait-il communiquer en français avec un collègue genevois, montréalais, sénégalais, bruxellois ou même bordelais, alors que tôt ou tard, ces gens-là seront appelés à communiquer les résultats de leurs recherches en anglais? À l'instar des mondes non anglophones, si le monde scientifique francophone est convaincu que le français suit ou doit suivre la voie du latin, pourquoi les scientifiques francophones n'envisageraient-ils pas, avec le reste de la société dont ils font partie, leur conversion à l'anglais? Cela peut paraître absurde, mais rien n'est plus ridicule ni de plus humiliant, en effet, que de voir des francophones parler en anglais à d'autres francophones, comme c'est le cas lors de conférences organisées à Paris par la Direction générale 13 de la Commission européenne, d'autant plus que tous les membres de la Direction générale 13, qui réside à Bruxelles, ville à forte majorité francophone, parlent tous français, quelle que soit leur nationalité. L'anglais n'est pas le vecteur préféré des scientifiques. Pasteur, dont la thèse fut rédigée en latin, ou les époux Curie, n'ont jamais écrit un mot en anglais. Einstein rédigea sa théorie de la relativité en allemand. Le mathématicien Henri Poincaré ne s'exprimait qu'en français lors de ses conférences, qu'elles fussent en France, en Allemagne, en Suède, en Angleterre ou aux États-Unis. Le jeune professeur d'université qui débute sa carrière en France ne préfère pas spontanément l'anglais au français comme langue de publication pour ses travaux, mais il sait que ces publications de langue anglaise seront davantage valorisées dans son parcours professionnel et qu'elles conditionneront à la fois ses promotions et ses augmentations de salaire. Où qu'il se trouve, le chercheur ambitieux sait très bien, sauf exception, que la reconnaissance de ses talents se fera d'abord à l'échelle nationale avant de se faire à l'échelle internationale. Alors qu'on se plaint des insuffisances de la publication scientifique en langue française, l'enseignant-chercheur débutant n'attend qu'un signal de la direction de son université pour rédiger son travail de recherche en français et soumettre ses articles à des revues de langue française. Mais
Il sait très bien que pour briller aux yeux de ses supérieurs, son nom doit être dans les Citation Index américains, qui furent créés par Eugene Garfield de l'Institut de l'information scientifique aux États-Unis, fondé en 1958. Mais on n'a pas son nom dans les Citation Index américains de langue anglaise si l'on ne publie pas en anglais, car les Américains ne référencent pas les articles rédigés dans d'autres langues que l'anglais. En France, comme dans le reste de l'Europe francophone, une simple circulaire ministérielle pourrait corriger cette situation et suffirait à créer une forte demande pour les revues scientifiques de langue française, couvrant les travaux de recherche fondamentale ou appliqués. Sans aucun état d'âme, le chercheur débutant verrait dans une telle mesure une excellente occasion de recentrer ses efforts sur sa recherche, plutôt que de passer une partie non négligeable de son temps à perfectionner ses talents littéraires dans la langue de Shakespeare. De la même manière, il est particulièrement irritant d'entendre que les pays francophones doivent accroître leur présence sur la grande toile francophone. Il ne manque pas de sites internet et ni de pages réticulaires dans les pays francophones, surtout ceux du Nord. Mais en publiant une forte proportion de leurs informations en anglais, ils contribuent ainsi de manière très active à leur propre affaiblissement sur ce réseau mondial. Ceux qui se préoccupent aujourd'hui de rétablir le français dans ses prérogatives ne le font pas par amour de la langue française. C'est parce qu'ils ont fini par s'apercevoir que l'adoption presque généralisée de l'anglais comme langue de communication scientifique crée de sérieux problèmes au détriment des intérêts francophones. Petit à petit, il semble que l'on prenne enfin conscience que l'intérêt des pays francophones entre très sérieusement en conflit avec les prétendus bienfaits que l'on espérait tirer de l'usage d'une langue que beaucoup ont voulu faire passer pour universelle, et que ces bienfaits, s'ils existent, sont quantitativement très inférieurs aux inconvénients associés à cet usage. Nous allons voir que plus la science des francophones s'exprime en anglais, plus elle passe inaperçue, alors que l'usage de l'anglais a pour but, au contraire, de lui assurer une diffusion maximale. Dans la première moitié du XXe siècle, tous les résultats de la recherche française, par exemple, s'écrivaient en français, et tous les laboratoires du monde les lisaient. En fait, on remarque que ce ne sont pas nos physiciens, nos biologistes et nos chimistes qui ont adopté l'espéranglais de la communication internationale pour faire connaître leurs travaux à l'étranger, qui y sont connus, mais plutôt nos philosophes et nos sociologues qui écrivent en français. Ce sont des gens comme Foucault, Barthes, Deleuze, Bourdieu, Derrida, Althusser, Lacan, Kristeva, Baudrillard, Irigaray, Latour, Guattari et bien d'autres qui écrivent en français et dont on peut voir les ouvrages traduits dans les librairies des grandes universités américaines ou ailleurs. L'auteur américain Greg Sapir écrivait « Barthes, avec d'autres Français tels que Lacan et Derrida, qui ont démarré les révolutions structuralistes et post-structuralistes dans le domaine des humanités, a eu une influence énorme aux États-Unis. L'influence de ces intellectuels et de leurs théories auprès d'une audience de plus en plus large a attiré les critiques des conservateurs à tel point que des éléments chauvins s'y sont glissés, qui ont souligné le caractère ethnique et national des contaminations étrangères que subissaient ainsi les esprits américains. Également, l'histoire, la philosophie et la sociologie des sciences, de même que les études sur l'information, la communication scientifique et technique et l'édition de culture scientifique, qui connurent en France des développements de tout premier ordre, sont fort appréciés à l'étranger, alors même que l'essentiel s'en exprime en français. À propos des communications en sciences exactes, Jean Dutour de l'Académie française déclarait
Les savants et les chercheurs rédigent leur communication en anglais jusque dans les revues françaises, parce que, disent-ils, le reste du monde, sans cela, n'aurait pas la curiosité d'en prendre connaissance. Il me semble à moi, qui ne suis ni savant ni chercheur, que s'il y avait dans ces découvertes de grandes nouveautés, les savants étrangers se donneraient la peine de les traduire eux-mêmes. Ils le faisaient il y a 70 ans. Ils le faisaient pour Pasteur, Poincaré, les Curie et bien d'autres. La science française moderne serait-elle devenue à ce point négligeable? Il existe cependant une exception, les mathématiques. Laurent Laforgue brise le mythe que l'usage de l'anglais améliore le rayonnement de la science française. Plus près de la créativité scientifique, ce mathématicien français, qui reçut la médaille Fields en 2002, explique que les scientifiques pensent que les mathématiques françaises continuent à être publiées en français à cause de l'exceptionnelle vigueur et de la qualité de l'école française de mathématiques. Il pense que la relation de cause à effet est en fait exactement inverse. Pour lui, c'est parce que l'école française de mathématiques continue à publier en français qu'elle conserve son originalité et sa force. Nous allons maintenant essayer de comprendre pourquoi. La suite dans la vidéo numéro 7. Bonne fin de journée à tous.